Histoire orale de la production intellectuelle en Afrique du Nord. Maroc, Algérie, Tunisie. Bonjour, c'est Arnaud. Merci beaucoup de nous accueillir et d'accepter l'interview. Ma première question est la même pour tout le monde. Vous êtes qui? Merci. J'ai eu, grâce à Mohamed Mahdi, une réflexion sur ce sujet, mais il ne m'avait pas parlé de la partie bio, donc là je vais improviser. Alors moi, je suis né dans une ville andalouse du nord du Maroc, qui était la capitale du protectorat espagnol, à Tétouan. Tais-toi. Une ville avec une tradition multiple, une ville dans laquelle il y a eu pendant des années de la migration andalouse, dont une partie de ma famille, et d'autres migrations qui étaient des migrations plutôt des gens du sud, qui venaient pour protéger la partie occupée par les Espagnols, Ceuta, etc. Donc c'est un mélange entre des Andalous et des guerriers du Sud. Et avec une très grande population israélienne, juive, 8000 personnes à Tétouan, sur 30 000 pendant la période espagnole. Et tout ce... Voilà, et donc j'ai fait mes études primaires dans une école privée marocaine, qui était ce qu'on appelait à l'époque les écoles nationalistes du Hizb Sekhlène. Le parti nationaliste avait... Après, mon père a été nommé à Tanger, et là j'ai intégré l'éducation française avec beaucoup de difficultés, parce que je ne parlais pas français. Voilà, donc après j'ai un cursus un peu standard, j'ai fait mes études d'économie à Grenoble, dans un environnement d'excellents professeurs. Tous marqués à gauche, mais tous très honnêtes intellectuellement. Et ça m'a beaucoup marqué. Mon meilleur professeur était marxiste, mais 90% de son cours, c'était sur les néoclassiques et les keynésiens. C'était une école d'honnêteté intellectuelle. Ce qui est malheureusement plus le cas aujourd'hui. Voilà. Je vais quand même reprendre dès le début. Donc, à Tétouan, tu es né à Tétouan, tu as grandi à Tétouan jusqu'à quel âge? Jusqu'à 9 ans. Parce que mon père il faisait déjà des allers-retours à Tanger, et moi j'étais élevé par ma grand-mère. Et la maman? Ma maman elle allait avec mon père à Tanger aussi, donc ils faisaient des allers-retours et ils ne se sont installés définitivement qu'à l'âge de 9 ans. D'accord. Et ma grand-mère était la fille d'un grand ministre du côté de ce qu'on appelait à l'époque le grand vizir, c'est-à-dire le représentant du roi dans la zone du protectorat. Comment il s'appelait? Ranmia. C'est la famille Ranmia. Et c'était sa seule... Il n'avait pas de garçon. Il n'avait que des filles. Et elle, c'était l'aînée. Et quand il rentrait le soir, il se livrait à elle. Lui raconter ses malheurs. Ses malheurs politiques. Oui, j'imagine. Il pleurait souvent. Parce qu'imagine, à l'époque du protectorat, avec Franco, avec le Front populaire, non, d'abord le Front populaire espagnol, qui a bombardé la Médina de Tétouan, qui a fermé toutes les mosquées sauf une. Et après, il y a Franco qui joue la carte on est des frères, on est tous... et toi, tu es politique, et tu dois gérer sans moyens. Donc c'était très dur pour lui. Et c'est là où il m'a conseillé
souvent que je ne prenne jamais une fonction politique. Parce que c'est très dur d'être dans cette situation de... Donc on peut dire que ta grand-mère avait une formation pour le fait qu'elle... Oui, oui, et ma grand-mère, quand Kennedy est mort, elle a pleuré, des choses comme ça, tu vois. C'est pas uniquement son cas à elle, hein, parce que les femmes de Tétouan, elles étaient toutes instruites, elles savaient toutes lire, écrire. Pourquoi? Ça c'est Mais ça, c'est la... Est-ce que tu as une explication à ça? Non, je n'ai pas réfléchi à la question. C'est un constat. Je sais pas. C'était une formation traditionnelle. Hein, oui. Mais elles étaient instruites. Elles étaient instruites et les familles vivaient en clan. Donc la discussion politique, même les femmes y participaient. Même avec... C'est très contradictoire, hein, le milieu. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire quand tu es dans ton clan, enfin, tu connais ça, c'est les familles andalouses, quoi. Tu es dans un clan, on peut discuter, les hommes parlent, les femmes parlent, etc. Il y a un étranger qui rentre, la femme se cache. Elle met un truc et elle se cache. Mais tant qu'on est en clan, elle est presque l'égale de l'homme. Ça continue? Non, ça a beaucoup changé. Bon, la différenciation sociale ne sont plus... Il n'y a plus la grande famille, le clan, etc. Maintenant, c'est des classes sociales c'est les différences de classe sociale qui marquent les différences de comportement. Il y a des progrès faits dans les milieux populaires, on a beaucoup de progrès qui sont faits. Par exemple, à Tanger, par exemple, dans mes meilleurs souvenirs, c'était ces couples d'ouvriers, ouvrières, quand l'industrie s'est développée à Tanger, qui étaient des couples vraiment modernes, au sens propre du terme, parce que les deux travaillaient, les deux... mais les progrès sont faits maintenant selon les différenciations sociales, quoi. Quand je dis progrès, c'est-à-dire, vous m'avez compris, dans le progrès en termes d'égalité, oui. de droit. Tout à fait. Pourquoi tes parents, les deux, donc ton père et ta mère, partaient souvent à Alger, à Tanger. Lui, il travaillait à Tanger. Il travaillait, lui, il était fonctionnaire. Fonctionnaire de l'État? Oui, le ministère du Commerce, de l'Industrie, des mines et de la marine marchande. Il avait une formation particulière pour ça? Oui, il avait étudié en Espagne, lui. Oui. Il avait étudié en Espagne, un petit peu d'études commerciales. Mais à l'époque, à l'indépendance, il suffisait d'avoir le bac et on te nommait... Parce qu'il y avait une pénurie de cadres. Oui. Donc avec un bac, on montrait... Bon, un autre épisode que j'aime bien raconter, c'est ce qu'il m'a raconté lui, c'est la réunification du Maroc entre les deux zones, les zones du protectorat français et du protectorat espagnol. Tu as une idée de la géographie de la chose. À peu près. Donc tu as de Tanger jusqu'à Nador, et après tu as jusqu'à l'Arrache, c'est un rectangle. Et la frontière séparait deux économies très différentes, du point de vue du potentiel, du point de vue des capacités, du point de vue de la richesse, du point de vue de l'agriculture, de l'industrie, des services, des finances, etc. Et je crois que c'est le seul exemple historique d'ouverture des frontières sans compensation aucune entre une économie forte et une économie faible. Mon père m'a raconté que la première chose qu'ils ont fait, le jour où le Maroc a été réuni, c'est d'augmenter le prix du pain. Pour l'aligner sur le prix de cette zone-là, qui est une zone productrice de céréales, et donc il y avait toute une politique. Et donc il y a des usines qui ont déménagé, parce que la norme française qui était étendue à la zone du Nord faisait que leurs produits n'étaient plus vendables. Ils sont partis comme ça. Les forêts ont été, lui il connaît mieux que moi, les forêts ont été complètement déstructurées, parce que du temps des Espagnols, c'était pas domanial. Avec l'extension de la législation française, ils sont devenus domaniales.
Donc on a exclu les gens. Et cette ouverture, disons, aussi brutale des frontières, sans prise en compte des écarts de développement, a été pour beaucoup de monde un choc. Il y a eu quelques révoltes contre Abdelkhalak Torres, qui était le leader nationaliste. Et ça s'est vite étouffé. Et puis après, ça explique un peu l'immigration, l'économie informelle, etc. Parce que les gens ne pouvaient pas intégrer l'économie selon les normes françaises. C'est très... Mon rêve, c'est d'écrire un jour là-dessus. de raconter ce traumatisme et ses conséquences. Est-ce qu'on a encore aujourd'hui des traces de ce traumatisme? Est-ce que ça peut expliquer certaines choses? Non, ça explique l'histoire, mais ça explique l'immigration, ça explique l'informel, ça explique certaines formes de commerce atypiques, comme on dit, et choses comme ça explique ça. Mais après, il y a eu le grand bouleversement avec la nomination du nouveau roi. Mohamed VI a complètement compris l'enjeu de rattacher le Nord. Il a beaucoup investi, il s'est beaucoup déplacé physiquement dans la tradition du sultan. Quand le sultan se déplace quelque part, c'est symbolique, tu vois, alors que son père n'y allait pas. Donc, non, là les blessures ont été un peu... Mais l'histoire, non, l'histoire de la non-intégration de ces populations dans la nouvelle économie, et surtout de la non-prise de conscience des décideurs de Rabat de ce qu'ils faisaient. Ouais. C'est ça qui est à raconter historiquement, mais enfin bon. Vous savez, et ta scolarité, la première, oui. L'école primaire, oui. ou peut-être ailleurs, je sais pas. Non, l'école primaire nationaliste. Nationaliste. Ouais. À la maison, il y avait le livre, il y avait des livres à la maison? Oui. Pardon, c'est une question presque personnelle pour moi, parce que moi, le premier livre que j'ai touché dans la main, je devais avoir 15 ans. Non, nous, on a eu, de ce côté-là, la famille était une famille de gens instruits. Ma mère, elle a étudié jusqu'à 16 ans. Ma tante, elle a eu le bac espagnol. D'accord. Tu avais des frères et sœurs? Non, ma mère ne pouvait plus avoir d'enfants après. Donc tu étais le premier et... le dernier. Et tu as grandi. Et ça c'était un problème de santé, c'était pas un choix. Tu penses que ça a joué un peu dans ta formation, ton éducation, ta personnalité? Sûrement. Quoi, j'étais très proche aussi de mes cousins, parce que le frère de mon père, mon oncle et la sœur de ma mère se sont mariés aussi. Donc on était vraiment très proches. Donc leurs enfants, c'était comme mes frères, quoi. Oui. Et moi, j'étais comme leur grand frère. Donc, on va passer après. Donc il y a un moment où vous vous déplacez à Tanger, toute la famille. Et là, ça correspond à la période du lycée. Exactement. Et donc tu rejoins le lycée français. À l'époque, il y avait six lycées. Il y avait l'italien, il y avait l'espagnol, il y avait l'américain, il y avait le français, il y avait l'arabe public et le marocain public et le marocain privé. Mais les bandes de copains étaient transverses. Il n'y avait pas de ghetto. C'est ça qui est drôle. Mes copains, ils étaient autant à l'école italienne qu'à l'école publique. C'était en fait la rue, quoi. Oui. Quel que soit, c'est la rue qui faisait l'amitié. C'est pas comme maintenant où tu as des ghettos en fonction de... Et les distances étaient plus petites. Les distances étaient plus petites. Oui, c'est tout. On se faisait tout à pied. Donc Tanger était formidable de ce point de vue-là. Et le lycée français, là aussi... J'avais en sixième, on était 11 nationalités. Dans ma 6e 1, là où j'étais. Il y a des réfugiés blancs, ouais.
C'est-à-dire, Tanger accueillait tous les régimes dictatoriaux, qu'ils étaient communistes ou de droite, expulsaient les gens qui venaient. Donc on avait des Portugais parce qu'il y avait Salazar, on avait des gens des pays de l'Est parce qu'il y avait des dictatures ou des régimes qui étaient machin, on avait un Libanais, on avait un Iranien, on avait une Vietnamienne, c'était d'une richesse extraordinaire. Et le côté... Mon meilleur copain était italien. Son père était un grand dirigeant du parti fasciste. Et quand il avait des textes manuscrits de Mussolini, son père. Et quand il a vu le vent tourner, il est venu au Maroc. Il s'est marié avec une Marocaine, il a pris la nationalité marocaine, soi-disant il s'est converti. Et comme c'était un gars très brillant, il s'en est sorti rien qu'en jouant les jeux de hasard. Et en jouant au poker, en jouant des trucs comme ça. Le côté cosmopolite de Tanger... Non, c'est plus que cosmopolite, c'est cosmopolite sans ghetto. C'est ça qui est drôle. C'est-à-dire tout le monde fêtait l'Aïd el-Kibir, par exemple. Qu'ils soient marocains ou espagnols, tu vois. Tout le monde fêtait le Nouvel An, même s'il n'est pas... C'est ça qui était extraordinaire à Tanger. Il y avait des juifs aussi. Plein. Les juifs sont tous partis en 67. Mais avant, ils étaient là, et c'est pareil, ils étaient un peu comme le... Non, les juifs ne se... Bon, je ne sais pas, à Tanger, c'était des juifs riches. C'est pas comme les juifs qui étaient à Tétouan, qui étaient populaires. C'était des grands importateurs. C'était surtout l'importation, parce qu'en fait, ça, mon père, il m'avait expliqué ça. Quand le ministère du Commerce, à l'époque, il réglait les importations par quota, pas par des droits de douane. Donc on disait, on a besoin de tant de kilos de machin, donc on importe tant de kilos. Mais il nous donnait des licences, qu'aux Marocains musulmans. Mais les Marocains musulmans les revendaient à ceux qui connaissent le BHLA. Donc c'était une vraie rente, parce que le mec il faisait rien, il allait au ministère, on lui donnait la licence, il la revendait à la porte du ministère. Et c'est pour ça que, bon, on va revenir à cette question après, c'est pour ça que la décision de Hassan d'ouvrir le commerce extérieur avec l'Europe en 1995, cet accord de libre-échange, il est structurant dans l'évolution de l'économie de la société marocaine, parce qu'il a débranché les anciennes formes de rente liées au commerce, et on a créé d'autres. Mais ça a renouvelé ça a renouvelé les bases de l'accumulation des richesses. Que je pense qu'il était conscient de ça, quoi. Parce que lui, il n'avait aucun intérêt à le faire. Parce que le système de contrôle de la rente par l'État, ça a arrangé Hassan II. Quand tu ouvres le commerce, tu perds un peu de pouvoir. Bien sûr. Tu vois. Et personne ne l'obligeait à le faire, et pourtant il l'a fait. Le bac. Oui. T'es arrivé au bac, t'as obtenu ton bac. Oui, j'ai eu mon bac. Quelle discipline? Éco. Économie. Ouais. Oui. C'était pas mal. Là aussi, c'était une conjoncture particulière, parce que c'était la première fois qu'on mettait le bac économique à Tanger. Et on était 15 élèves en classe. Le luxe. À l'époque, on fonctionnait beaucoup en groupe, les copains, etc. Tu vois. Donc, il y avait des copains à nous qui étaient partis à Grenoble 1 année ou 2 années après. Et donc, on a décidé de les rejoindre. On était boursiers. Une bourse assez confortable à l'époque. Oui. Elle nous permettait de vivre et même de garder un peu d'argent. Une bourse de l'État marocain? Ouais. Et c'était assez confortable pour Oui. vivre. Du coup, au moins au début, tu n'as pas travaillé. Non.
Non, non, elle était largement suffisante. Et puis les services sociaux étaient gratuits, quoi. Enfin gratuits, je veux dire, on n'avait pas besoin les dépenses de base étaient largement couvertes. Il y avait déjà un projet dans ta tête de carrière ou quelque chose comme ça? C'est un hasard? Grenoble, c'était un hasard ou un choix? Grenoble, c'était non, hasard. C'était vraiment le groupe de copains, on se retrouvait là-bas. C'est le clan qui se reconstitue. Se mettre avec le groupe, oui. Et alors, l'enseignement reçu à Grenoble, vous en avez parlé rapidement tout à l'heure. Est-ce qu'on peut recommencer ça? C'est qui les profs que vous avez rencontrés? Bon, moi j'ai rencontré en économie, on avait le grand pape, il est mort, c'est un prof de relations économiques internationales qui s'appelait De Bernis, qui a fait, tu le connais, c'est lui qui avait fait, il avait beaucoup travaillé avec les Algériens sur les industries industrialisantes à l'époque. C'était en quelle année, pardon? Grenoble, la première année, c'était quelle année? Moi, je suis arrivé 77. D'accord. Lui, c'était le grand pape. Et il avait plein d'assistants à lui qui faisaient des thèses avec lui, qui étaient tous très brillants aussi. D'un côté. De l'autre côté, on avait aussi une bonne tradition d'économie monétaire, avec des gens qui n'étaient pas marxistes du coup, mais qui avaient travaillé beaucoup au niveau de l'Union européenne, sur les problèmes d'échange et d'économie monétaire, de finances publiques, etc. Voilà. Et puis on avait à côté une fac de droit juste à côté qui était le contraire. C'était la fac de droit d'ultra-droite, dans laquelle il y avait comme doyen Michel Rousset, le conseiller de Driss Bossari. Les autres professeurs d'économie, c'était qui? Vous pouvez les donner un peu? Bon, il y a Christian Palois, il y a Bruno Lautier, il y a Ramon Tortajada, il y a Roland Borelli, il y a Jacques Percebois, il y a Paul Samuelson, pas le Paul Samuelson américain. À l'époque, vous étiez politisé? Oui, bien sûr. Déjà? Bien sûr. Bon, il y avait l'Union nationale des étudiants du Maroc, l'UNEM, qui était à Grenoble. La section était très, très, très puissante. Parce qu'on était dans les assemblées générales, on arrivait à avoir 80% des étudiants qui venaient. Parce qu'on était dans un campus. Donc tout le monde se connaissait. Tout le monde se connaissait, donc tout le monde était politisé. Vous avez occupé des responsabilités dans le cadre de l'UNEM? Pas l'UNEM, non. Non? J'étais responsable de la section du parti du PPS à Grenoble. Oui. Mais pas à l'UNEM. Mais bon, mes camarades qui étaient à l'UNEM travaillaient un peu pour la section du parti. Oui. Tu vois. Et là, on a eu une bonne expérience avec le milieu ouvrier, parce qu'on voulait travailler aussi, on allait travailler avec les immigrés, on faisait de l'alphabétisation, on avait une section féminine très puissante qui travaillait avec les femmes immigrées. Et là, on a eu beaucoup de déceptions. On peut parler? C'est-à-dire que tu commences à travailler avec, surtout la section féminine, elle commençait à travailler avec les femmes qui venaient, ou les filles, qui venaient se plaindre. Je sais pas quoi, ils me maltraitent, machin. Mais au moment de la décision d'aller porter plainte ou de machin, elle se rétracte. Et la même chose pour les ouvriers. Les ouvriers, nous on allait tous les dimanches vendre le journal, machin, et puis on discutait, on prenait le thé. C'était quoi comme journal? Celui du parti. Mais par exemple, quand on leur disait adhérer au syndicat,
Bon, après, tu comprends. Mais à l'époque, on était un peu... Ça n'a pas été un grand succès, disons, notre immersion dans le monde ouvrier. Tu en as tiré des conclusions Non, politiques? non. On était gamins, quoi. On mesurait pas toutes les contraintes de... Mais parce que l'immigration... Bon, immigration, il y a immigration aussi. Bon, je veux dire, quand on allait à Paris, on voyait les immigrés qui travaillaient chez Peugeot, chez Citroën, etc. Ouais. C'était autre chose. Mais nous, on avait... À Grenoble, c'était des gens qui venaient... La plupart, ils travaillaient dans le bâtiment. Ils étaient analphabètes. Et donc, tu arrives à une licence, tu obtiens une licence Oui. en économie générale, Non, économie gestion. du travail. Économie du travail, licence. Et après, tu entames une thèse ou pas? Oui. Oui. On peut parler un peu de la thèse? Oui, après je me suis inscrit en thèse, DEA et thèse de 3e cycle, et j'ai travaillé sur l'immigration rurale urbaine, l'exode rural, quoi. Oui. Parce que, en fait, entre-temps, j'avais travaillé comme superviseur du recensement général de la population de 82 au Maroc, Oui. à Tanger. J'avais choisi les quartiers populaires et je supervisais les enquêteurs. Donc ils me ramenaient l'information, l'information brute, quoi, et fraîche. Et donc j'ai fait cette étude de cas sur comment fonctionne l'exode rural dans un bassin d'emploi. Donc, qui est devenu du coup le sujet de la thèse. Oui, c'est ça. C'est qui le proviseur, le directeur de la thèse ou la directrice? Le directeur, en fait, j'en avais. C'est Michel Hollard qui est venu enseigner ici par la suite. C'est un prof. C'est un prof qui était assez. Comment dirais-je? Il était très quantitativiste. À l'origine, c'était un physicien. Ouais. Et après, il a fait une grosse thèse qui est impressionnante. C'était, je dois l'avoir ici, ça s'appelait les comptabilités sociales en temps de travail. D'accord. Donc il voulait faire une comptabilité non pas en francs ou en dirhams, mais il a fait une matrice des comptes sociaux Oui. en heures de travail, en les convertissant, travail qualifié, travail non qualifié, etc. Et comme moi j'étais en économie du travail, c'était lui le patron, quoi. Donc, tu soutiens ta thèse, pardon, rappelle-moi. 85. 85. Oui. Et à ce moment-là, tu avais la possibilité de rester là-bas, tu avais la Non, possibilité c'était de impossible rentrer. pour nous. C'était C'était impossible. À l'époque, notre mentalité, c'était le pays à payer pour nous. Nos études, il faut qu'on rentre au pays, rembourser notre dette. On était tous comme... C'était vraiment ça? Ouais, C'était une tout à fait. stratégie Tout à de fait. travail. Non. C'était vraiment ça. On ne pouvait pas imaginer. C'est l'obligation politique. Oui. On a une dette. Ouais. Il y en avait deux. Tout le monde. Non, il y avait les petits, à l'époque, on les appelait opportunistes. Il y avait les gens qui faisaient leur trajet individuel, mais nous, pour nous, c'était impensable. Ouais. Donc le retour, il n'y avait pas de choix. Non, il n'y avait pas de... Et donc en retour, vous étiez bien accueillis. Enfin, toi et la bande qui a rentré en même temps, vous étiez bien accueillis. J'imagine que vous avez eu un poste. Après, ça, c'est là où je me suis rappelé de ma grand-mère. Je suis allé chercher dans le privé, pas dans le public. Ouais. C'est un choix. Ouais, c'est un choix. Pourquoi? Je sais Parce que pas. c'est pas le. Non, mais c'est pas... Pardon, mais. Non, ce que je veux dire, je voulais pas. Quand j'ai cherché à travailler dans des grosses institutions publiques ou parapubliques, mais quand j'ai vu le nombre d'étages qu'il y avait à monter pour arriver au sommet, ça m'a un peu découragé. Et ce qui m'a découragé le plus, c'est une fois, j'avais été pistonné pour un entretien dans une banque. Oui. Et Une banque publique. ouais, la BNDE.
Et j'arrive, et le mec en face, qui était un grand responsable, me dit, ouais, d'accord, pas de problème, vous allez commencer par 2 années de stage à l'intérieur de la banque. Ouais. Je passe par les bureaux et tout ça, quand même, après 10 ans d'études, je vais faire 2 années de familiarisation, soi-disant, tu vois. Non, non, c'était pas très sexy. D'accord. Mais je reviens, pardon, pour polémiquer un peu. J'aime bien parfois. Quand on parle d'une dette d'un pays, Oui. tu l'as reçu à travers La bourse. les institutions de l'État, la bourse. Oui. C'est l'État. Oui. C'est pas le secteur privé qui t'a donné une bourse. Je vois pas de différence, parce que l'État, c'est les taxes, et les taxes, c'est les gens. Je veux dire, c'est l'effort des Marocains qui passe par l'État pour nous payer une bourse. Mais Ouais. c'est pas... Mais à l'époque, il faut aussi te remettre, c'était une bourse universelle, il n'y avait pas de critères. Même les riches, ils touchaient tout le monde touchait la bourse. D'accord. Tu vois? Mais pour quelqu'un de gauche, à l'époque, Oui. ça ne t'a pas posé de problème politiquement. Non, j'avais déjà commencé à mettre de l'eau dans mon vin. D'accord. Ok. Bah oui, il y a des choses qui se sont passées dans les années 70. Comme pour tout le monde. Le choc de l'Afghanistan, c'était horrible. C'est-à-dire? Ben, l'invasion soviétique en Afghanistan, c'était pour nous un choc. Pour toi, ça t'a... Bien sûr. Et ça t'a fait bouger politiquement? Non, non, politiquement, non, parce que le PPS était quand même loin de tout ça, mais ce que je veux dire, c'est que comment dirais-je, il fallait revisiter des choses. Oui. Il fallait revisiter des concepts, des raccourcis qu'on avait, des choses qui étaient des automatismes, etc. Et quand tu commences à regarder les choses avec ce nouveau regard, tu relis les classiques et tu vois des choses différentes de ce que tu as vu quand tu étais militant. Ouais. Tu relis Marx, tu ne le relis pas de la même manière. Tu te rends compte qu'il parle beaucoup du marché et que le marché, ce n'est pas le capitalisme, pour Marx. Et tu revois les choses d'une autre manière. Les mêmes textes, tu relis Rosa Luxembourg, tu relis les grands classiques, après avoir perdu ces automatismes de dire l'Union soviétique, la classe ouvrière, je ne sais pas quoi, lorsque l'édifice commence à... Et tu relis, tu retrouves des choses qui t'avaient échappé. Parce qu'avec la lecture idéologique, tu lis pas tout. Oui. Tu fais le tri dans ta tête parce que tu es marqué politiquement par un objectif. D'accord. Mais tu restes de gauche, mais tu relis les choses différemment. Je vais oser une question comme ça rapidement. Oui. On considère toujours de gauche? Juste pour savoir... Oui. Oui. D'accord. Et première partie professionnelle, le premier travail par exemple, c'était quoi? C'était cette histoire de recensement. Le recensement. Avec comment ça s'appelait? Commissariat. Au plan, un truc comme ça. Après, il y a un copain qui était avec nous à Grenoble, il avait monté cette boîte avec un autre collègue à lui, et je suis venu le voir, ils m'ont proposé d'intégrer l'équipe à l'époque avec des conditions assez difficiles du point de vue de la rémunération et tout ça, parce que ça a démarré, mais bon. J'ai accepté et on a monté cette boîte, quoi. À partir eux, ils avaient démarré une année avant moi. Cette boîte Oui. Concept, oui. Agroconcept, qui a été créée en quelle année? 85. 85. Moi, je suis arrivé après. 85, c'est la soutenance de ma thèse. Eux, ils étaient déjà là. Ils ont monté la boîte. Et moi, j'ai rejoint l'équipe. T'as jamais quitté? Si, j'ai fait d'autres choses, mais sans la quitter. En parallèle. Ouais. J'ai enseigné pendant 8 ans ici à Rabat, en master. T'as enseigné quoi?
l'économie territoriale. L'économie territoriale. D'accord. Ici, parce qu'entre-temps, quand j'avais travaillé beaucoup en tant qu'expert et que consultant sur le territoire, je m'étais fait une idée sur ça. Et il y avait un master d'économie territoriale et j'avais les étudiants de master. Et là, j'ai appris beaucoup de choses aussi, parce que franchement, j'ai appris qu'à l'université, il y a une forte demande de la part des étudiants. Il y a une très forte demande de la part des étudiants pour avoir un enseignement de qualité, de haut niveau, etc. Et que l'université ne répond pas à cette demande. Elle ne répond pas parce que c'est toujours le prétexte qu'il y en a quelques-uns qui ne travaillent pas, que les moyens ne sont pas là, etc. Mais le sacrifice pour les 30% qui veulent aller, qui sont ambitieux en matière de connaissances, est terrible. Oui. Terrible. J'ai vu ça pendant 8 ans quand même. Tu vois, dans la promotion, il y a 30% qui auraient pu être très très bons et qui ne le sont pas, parce que l'université ne leur offre pas l'enseignement de qualité. On peut parler quand même un peu de cette histoire de niveau de l'enseignement, parce que c'est un discours qu'on entend un peu partout, non, mais le niveau... et pas seulement au Maroc. Qu'est-ce qui fait que l'enseignement économise ces difficultés, que le niveau a peut-être baissé, je ne sais pas, enfin, on entend souvent ça. Bon, l'histoire marocaine, l'histoire de l'université marocaine, c'est... Je sais... Je sais pas par quel bout commencer, si tu veux. C'est-à-dire que... il y a eu plusieurs facteurs. Par exemple, nous, quand on était au lycée, les plus mauvais, c'est ceux qui allaient à l'école privée. Ceux qui allaient à l'école privée, ils avaient honte de le dire. Et puis petit à petit, il y a la qualité de l'enseignement dans le public s'est dégradée. Voilà. Et donc l'université est devenue un garage. Enfin, il accueille tous ces gens qui sont mal formés à la base. Donc, va voir l'origine, elle est lointaine. Hein. Alors, après, il y en a qui disent c'est le corporatisme des enseignants. Il y en a qui disent c'est les islamistes qui ont infiltré. Moi, je ne sais pas mon domaine, mais ce que je veux dire, c'est que le constat, c'est que ce que reçoit l'université, c'est déjà, il y a un décalage par rapport à l'enseignement privé et par rapport à l'enseignement des missions étrangères. Ça peut être une question d'investissement politique dans l'enseignement. Quand je dis investissement politique, je parle évidemment au niveau de l'État. Non, je pense pas que c'est une question de moyens, non. Je pense pas que c'est une question de moyens. Je pense que c'est une question de management, comme dirait l'autre. Ouais. Il faudrait réfléchir un peu plus, c'est pas mon domaine. Quoique ma femme était enseignante, elle a pris sa retraite maintenant, mais c'est une question moins de moyens que de gestion, je crois. D'accord. Moi, j'aime bien les pays qui ont tenté des réformes. Tu vois, comme par exemple cette histoire d'écoles coopératives, dans lesquelles les enseignants se constituent en coopérative et l'État leur paye chaque enfant qu'ils reçoivent, il lui paye l'équivalent de ce que lui coûte dans l'école publique. Tu vois. Et ça aurait pu marcher au Maroc. Bien sûr, ça aurait pu marcher. Bien sûr. Marocains, ils sont pas. Les Marocains, comment dirais-je, ils sont pas dans la tradition française du droit administratif, de la fonction publique. C'est pas notre tasse de thé, quoi. C'est quoi la tradition? La tradition, c'est que les gens sont plutôt libéraux dans leur. La responsabilité, c'est quelque chose qui est lié à la liberté aussi dans ce pays. C'est-à-dire que les fonctionnaires ne se sentent pas responsables, pour beaucoup d'entre eux, sauf ceux du ministère de l'Intérieur, qui sont jugés au résultat. Les autres sont jugés, ils peuvent toujours dire on n'a pas les moyens.
On n'a pas assez de... L'intérieur, ils ont les moyens. Les intérêts, ils ont les moyens, ils sont jugés au résultat. Oui. Si tu réussis pas, tu es viré. Ils ont un grand garage au ministère de Nettoyage. On classe les... On les classe, ils sont tous là-bas, mais ils n'exercent plus. Ouais. Alors, juste une question un peu de provocation. Tu es allé enseigner, parce que ça fait partie de cette fameuse dette, tu avais envie de... J'aime bien enseigner, j'aime bien. Et J'aime bien enseigner. Tu t'es payé, j'imagine? Non, j'ai jamais demandé à être payé. Tu as enseigné 8 ans Ouais. sans être payé? Ben, il fallait remplir des trucs vacataires et tout ça, c'était pas beaucoup d'argent. Mais j'en avais pas besoin non plus. Donc. Oui, mais bon, je veux dire... mais j'ai pas enseigné 15 matières, j'ai enseigné... une matière? Une matière, ouais. Mais ça, du coup, s'il n'y a pas de rémunération, c'est par engagement politique. C'est par engagement, oui, un peu social, oui, si tu veux. Oui, et puis, ça m'a permis aussi de structurer ma pensée sur j'ai des cours maintenant qui sont tout faits sur mon ordinateur. Quelquefois, je les utilise encore pour moi. Tu peux reprendre le travail d'enseignement. J'ai toutes mes diapositives encore. D'accord. Et AgroConcept, oui. C'est quoi? Je te dis, AgroConcept, c'est une boîte qui a été créée dans les années 85 pour renforcer les capacités d'analyse économique du ministère de l'Agriculture à l'époque. AgroConcept, c'est une boîte privée. Maintenant, mais pas à l'origine. À l'origine, on avait 30% des actionnaires, c'était des parastatals, okay. des sociétés publiques. D'accord. Et on a racheté les actions. Il y avait le Crédit Agricole et il y avait la Sogeta. C'était deux entreprises. Et donc, sa première fonction, c'était un peu conseiller le ministère de l'Agriculture. Ça n'a pas duré longtemps. Combien de temps? Ça a duré... C'est jusqu'en 91, 92. Pendant 6 ans, on a travaillé beaucoup pour le ministère. Et après, ça y est, c'était... Parce que c'était une période où on devait accompagner le programme d'ajustement et tout ça. Il y avait des réformes importantes et tout. Bon, il fallait pouvoir dialoguer avec la Banque mondiale, les machins, les trucs. Donc là, on était mobilisés. Après, le Maroc n'avait plus besoin de tout ça. Et donc, nous, on s'est reconvertis dans les études. On a travaillé pour tout le monde, quoi, après. On a travaillé pour les collectivités locales, pour les bailleurs de fonds, en Afrique, pour le privé, pour tout le monde. J'ai une dernière question probablement personnelle, il y en a certainement d'autres, mais celle-là, celle qui vient en tête. Tu n'as pas fait des études d'agronomie, tu n'es pas agriculteur, la famille ne vient pas du milieu agricole. Qu'est-ce que tu es venu faire là-dedans? C'est encore pire que ça. C'est que j'ai toujours évité pendant ma scolarité les unités de valeur qu'on appelait à l'époque où il y avait un peu d'agriculture. je trouvais ça ou pas très intéressant, que c'était de la vieille économie et tout ça. Mais en réalité, au Maroc, tu ne peux pas ne pas comprendre l'importance surtout quand on a vécu la sécheresse de 81. C'était un traumatisme. Les gens échangeaient un camion de mouton contre un camion de paille. Et il y avait les émeutes, ce qu'on appelait à l'époque les émeutes de la faim. Du pain, etc. Il y avait toute cette problématique de comment réformer qui était très, très importante et intellectuellement exigeante
de comment tu réformes un système conçu dans les années 30 en fait. La caisse de compensation, c'est un truc qui date des années 30 et elle existe toujours. La sécheresse 81, c'est un souvenir, c'est un traumatisme personnel. Non, pas un traumatisme, disons. Un choc, oui. Un traumatisme, moi, j'ai pas. Oui, non, on a vu des images, on a vu des choses. On nous a raconté des choses, parce que moi, je venais beaucoup au Maroc, parce que j'étais en thèse, donc je faisais mes enquêtes sur le terrain, à Tanger, etc. Donc, même si j'allais soutenir à Grenoble, j'étais sur place. Bon. Et les gens te racontaient des choses. Après, il y a eu les manifestations aussi de 81, de juin 81 à Kazan, dans lesquelles on a tiré sur les gens. Et ainsi de suite. Donc, une fois au Maroc, tu te rends compte que l'agriculture et l'alimentaire, c'est stratégique. Et ça s'est imposé. Et puis, il y avait cet intérêt aussi intellectuel d'appliquer des outils un peu modernes à un secteur traditionnel et tout, qu'il fallait réformer, qui allait s'ouvrir. Finalement, c'était un bon choix. Parce que ça reste encore d'actualité. La preuve, c'est que tu viens ici. Ah oui, là où il y a un intérêt, je vais. Tu m'as dit, la boîte AgroConcept existe depuis 1985. C'est le moment où on met en place, on commence à discuter du programme d'ajustement structurel, donc la mise en place, la planification, ainsi de suite. Tu peux nous parler de ce. Parce que, voilà. De quoi le programme d'ajustement structurel, comment ça a été fait, les négociations, parce que, je crois qu'on va essayer de prendre un peu de temps là-dessus, parce que moi, quand j'ai envie de dire quelque chose critique ou d'écrire, je suis capable d'écrire quelque chose du style les problèmes de l'agriculture tunisienne ont été aggravés, du moins si ce n'est pas la cause principale, par le programme d'ajustement structurel. On a discuté avec d'autres qui tout de suite se réfèrent au programme d'ajustement structurel comme un moment extrêmement négatif. Toi, tu as vécu carrément l'expérience, tu as été dans la discussion à ce moment-là. J'aimerais bien quand tu m'en parles un peu en profondeur. Oui, si tu veux. Je ne suis pas d'accord. Moi, je n'écrirai pas ce que tu aurais pu écrire sur la Tunisie pour plusieurs raisons. D'abord parce que avant l'ajustement, on était dans une politique agricole, disons, très étatiste, au sens. Et là aussi, mon passé communiste pur et dur m'avait servi pour savoir que ce genre d'administration de l'agriculture ne pouvait pas, dans le secteur agricole, ne pouvait pas donner une entreprise publique. Par exemple, les meilleures terres du Maroc étaient gérées par des entreprises publiques. Ce n'est même pas des coopératives comme chez vous. C'est des entreprises publiques avec des salariés, des machins, des directeurs nommés, des choses comme ça. Donc après, tout le commerce extérieur, c'était de la rente, parce que c'était des monopoles pour les céréales, pour les exportations. Tout le secteur des engrais, c'était aussi des monopoles, publics ou parapublics. Donc on était vraiment dans un carcan dans lequel l'État... Et ça s'explique aussi parce que le ministère de l'Agriculture est un ministère qui était alimenté par des cadres venus de l'Institut agronomique, donc formés aussi dans ce moule-là. Donc on part de ça. Deuxième, donc ouvrir le secteur, et c'est là où je te dis le marché, c'est pas le capitalisme. Sortir du monopole, c'est pas quelque chose qui pouvait créer des problèmes, au contraire. Et il y a beaucoup de réformes qui sont allées dans ce qu'on appelait
la démonopolisation, la déréglementation, des choses comme ça. Deuxième chose, et là il faut reconnaître que la partie marocaine a été très performante en termes de négociation. Ils ont toujours, disons, ils ont toujours super bien négocié pour garder toujours des marges de manœuvre et ne pas abandonner, ne pas prendre de risques sans avoir les moyens de réagir, tu vois. Donc, quand il fallait ouvrir un secteur, par exemple, ou libérer un prix de quelque chose qui était avant régulé, il y avait toujours des clauses de sauvegarde, des mesures de protection, des choses comme ça, qui ont fait que finalement, on n'a pas eu de choc négatif sur le terrain. Et c'est là où notre expérience, disons, d'accompagner l'ajustement dans le détail nous permet de dire ça. Tu as été négociateur avec les équipes du ministère? Non, indirectement, oui. C'est-à-dire que le négociateur nous consultait. Derrière les rideaux? Oui, il nous posait des questions avant d'aller négocier, avant d'aller à Washington pour dire. Voilà, ils nous consultaient, on leur donnait des arguments pour négocier, mais pour protéger le secteur. Et ça a marché, on n'a pas eu de dégradation des revenus des agriculteurs à cause du programme d'ajustement dans ce pays. Oui. Donc tu penses que le programme d'ajustement structurel, c'était un bon compromis à cette époque-là? Il n'y avait pas d'autre choix, d'autre alternative, c'était ce qu'il fallait faire? Oui, non, mais tel qu'il s'est déroulé, c'est-à-dire tel qu'il s'est déroulé entre les deux parties, c'est-à-dire l'intelligence des négociateurs, enfin des décideurs du côté de la Banque mondiale aussi, les gens avaient compris les limites à ne pas dépasser. Et donc voilà, et compte tenu de la qualité de la négociation du côté marocain, on est arrivé à quelque chose qui finalement, je dis, n'a pas contribué à la dégradation des revenus agricoles, puisqu'elle a ouvert le marché tout en ayant des clauses de sauvegarde en cas de difficulté. Et voilà. Donc, après, il y a eu des mesures positives comme pour le secteur, comme la dévaluation, parce que les exportateurs gagnaient plus et les prix des produits importés étaient plus élevés, et on a cassé beaucoup de situations rentières qui étaient entre les mains du privé, du gros privé marocain qui avait pu avoir accès aux terres des colons. Je donne un exemple. Tout ce qui est rosacée, c'était interdit à l'importation. Et ceux qui produisaient, c'était des grandes familles qui avaient récupéré des domaines de la colonisation à leur profit. Donc, voilà, donc c'est un programme équilibré, je trouve. D'accord. Alors, moi, je ne suis pas marocain. Je suis juste chercheur et donc je reste au Maroc depuis quand même pas mal de temps. Mais si je résume l'image rapidement, si je devais parler en quelques secondes pour donner une image actuelle de la question agricole et alimentaire au Maroc. Le Maroc continue à importer la moitié de ses besoins de produits alimentaires, à peu près. Plus de 97% des huiles, mais au niveau des céréales, on est à peu près autour de 50%, plus ou moins que ce qu'on produit. J'ai aussi regardé la question de la pauvreté rurale. C'est en augmentation, à part il y a eu une petite période de stagnation, mais après ça a commencé à augmenter depuis le début des années 90.
Ça n'a pas décru. Les chiffres, y compris de l'État. La migration, après l'ajustement structurel, la migration, l'exode, entre guillemets, j'aime pas le mot, c'est pour ça que je le mets entre guillemets, ça a augmenté et après ça s'est à peu près stabilisé comme... Interne ou externe? L'immigration interne? L'exode rural, je parle. Comme un peu partout, le phénomène de l'exode rural s'est plus ou moins arrêté un peu partout dans le monde, notamment du Sud. Et dernier point, j'ai lu, parce que j'étais passé sur Google, et je suis tombé sur un article de toi, juste pour confirmer des chiffres que je connaissais déjà. Un article de toi co-signé avec 2 autres auteurs sur le foncier, publié en 2019. Et dans cet article, il y a des chiffres que je trouve ailleurs. 70% des propriétaires agricoles occupent 25% de la terre agricole en général, avec une petite moyenne. Ceux qui ont moins de 70% ont moins de 5 hectares, ils occupent ensemble autour de 25% de la surface agricole, avec une moyenne de 2 hectares. Oui, c'est toi, avec oui. tes co-auteurs. Oui, mais bon. Comme bilan de l'ajustement structurel, est-ce qu'on peut dire que est-ce que la balance est bien équilibrée? Ou est-ce que ça n'a rien à voir? Non, mais je peux te citer les indicateurs positifs en face. On y va. Non, mais il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet du foncier, ouais, sur lequel on va revenir, parce qu'il y a le sujet de la transformation de l'agriculture, qui a été entamée au Maroc, et il y a le sujet du commerce extérieur. Il y a beaucoup de... Il est évident que dans la pratique, même si ce n'était pas pensé, oui, le Maroc a engagé une politique de transformation de son agriculture, en incorporant beaucoup de capital, beaucoup de... Capital privé ou beaucoup de capital public, parce que le capital privé était largement subventionné. Disons le capital en tant que facteur de production, pas en tant que capitaliste. En incorporant beaucoup de capital, énormément de capital, beaucoup de compétences, beaucoup de réseaux commerciaux, beaucoup de savoir-faire et beaucoup de main-d'œuvre salariée. Oui. Cette transformation n'a pas été pensée, à mon avis. Elle est venue, comme dans beaucoup d'autres pays, par le fait que la terre, et là on revient au foncier, n'est plus un facteur de production important chez nous. Ce qui est important aujourd'hui, c'est l'eau, le capital et les compétences. Et la terre, en tant que telle, elle n'est plus nécessaire pour produire en tant que propriété. Il y a une déconnexion de la propriété et de la mise en valeur. Oui. Il y a une déconnexion très importante et qui est très mal mesurée. Et c'est pour ça que peut-être je n'aurais pas écrit la même chose aujourd'hui, parce que maintenant je travaille sur les problèmes du foncier encore, et on s'est rendu compte que ce qu'on appelle exploitation, en fait, ou propriété, c'est une exploitation en indivision d'une famille qui a laissé l'exploitation à un de ses membres. Comment tu l'appelles celui-là? Il est locataire? Non. Il est associé? Non. Il est copropriétaire, mais dans un arrangement avec les autres copropriétaires qui lui permettent d'apporter les facteurs complémentaires pour exploiter la terre. Lui, il a un savoir-faire, par exemple. C'est un bon maraîcher. Ou là, il a le capital, etc. Donc, cette transformation de l'agriculture, même chez les petits, je ne te dis pas les gros, l'État, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait explicitement dans le processus de location des terres publiques?
qu'est-ce qu'il a mis comme critère de choix? Le montant de l'investissement. On place les candidats par Ça, c'est une transformation très importante de ce qu'un économiste appellerait la fonction de production agricole. Et beaucoup de gens réfléchissent encore comme si la fonction de production agricole, c'est la terre et le travail. Faux. Faux. Je ne sais pas si on peut partager, mais Non, mais c'est faux. C'est-à-dire que la fonction de production agricole, aujourd'hui, c'est l'eau chez nous. La terre comme moyen d'accéder à l'eau, qui est une ressource commune. Oui. D'accord? Oui. Le capital, les compétences et les réseaux. Donc, cette transformation de l'agriculture, elle ne touche pas tout le monde, mais elle touche toutes les terres publiques qui ont été mises sur le marché, tous les arrangements entre les indivisaires qui permettent qui ont le plus de facteurs complémentaires d'utiliser les terres, tout ce qui se passe sur les locations dans lesquelles c'est toujours cette transformation, elle ne touche pas tout le monde bien sûr, mais c'est une transformation qui remet en cause la place de la propriété. Et le discours sur la propriété comme étant ou de la réforme agraire, ou les 5 hectares, ou les machins, etc. Et c'est important de prendre conscience de cette transformation. Le côté négatif, le côté méconnu, c'est cette transformation de l'agriculture impacte bien sûr les ressources communes, parce que le capital intensifie les prélèvements sur les ressources communes gratuites, et l'effet social inconnu pour moi, parce que cet effet l'impact social de cette transformation, il est double. Il exclut les petits du marché parce que les gros viennent avec des produits plus compétitifs. Par exemple, je travaille sur une région de Rachidia, dans laquelle on avait traditionnellement des oasis qui faisaient des dattes. Les gros producteurs sont venus, ils ont pompé dans la nappe à 200 mètres, ils ont amené des variétés in vitro. Les familles, la production familiale était déclassée, mais les filles travaillent leur savoir-faire est valorisé dans les grandes fermes des capitalistes, oui, avec des salaires qui sont, à 30%, je dirais, ils respectent le SMIC, ils ont une couverture sociale, elles se libèrent en tant que femmes au lieu de rester dans le carcan familial. Donc l'impact social, pour moi, il n'a pas été étudié de cette transformation de l'agriculture. Il faudrait regarder à travers des études de cas ceux qui ont été affectés négativement et ceux qui ont été améliorés leur situation par cette transformation. Donc moi, le mot-clé, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que et le foncier, et le social, et l'environnement subissent cette transformation de l'agriculture. Alors, sur le foncier, on n'est pas d'accord, hein, évidemment, mais je vais y revenir. Juste par rapport au travail des femmes, dans le cas que tu cites, et qui se généralise de plus en plus. Bon, il y a beaucoup de travaux, de publications, d'économistes, y compris des bureaux, et pas seulement des gens de gauche ou des radicaux de gauche, et qui reconnaissent aujourd'hui que la féminisation visible, parce que la femme a toujours participé aux activités agricoles, on est d'accord. Travail gratuit. Du travail gratuit. Elle faisait des choses, pour ne pas dire travailler. Elle faisait des choses dans l'agriculture. Voilà, c'était active. La féminisation rémunérée, ou non, mais visible, du travail agricole, c'est un révélateur de l'appauvrissement général de la population agricole. Moi, j'ai travaillé sur ce sujet avec Oxfam. Oui. Ici, dans le nord du Maroc. Oxfam disent la même chose. Je sais qu'ils disent la même chose. Mais moi, je leur ai dit, c'est pas vrai. Mais parce que moi, j'ai fait des focus group avec ces femmes et elles ont amélioré leur situation. Alors, une grande partie ont amélioré leur situation parce qu'elles partent en Espagne.
travailler dans la fraise. Oui. Eh ben, elle travaille, parce que l'enquête, on l'a faite dans le Rhône, là où il y a les fruits rouges, justement. Et elles partent en Espagne. Aujourd'hui, le SMAG en Espagne, le salaire minimum agricole, il est de 1 000 €. Oui. D'accord? Ces femmes, on les a vues, on a discuté avec elles. Il y a beaucoup qui, aujourd'hui, sont plus aptes à prendre en charge leur vie, à ne pas dépendre du mari. Il y en a beaucoup qui ont divorcé en disant que mon mari ne sert à rien. Maintenant, est-ce que ça couvre toutes les situations? Non, c'est pour ça que je te dis, c'est un domaine méconnu pour moi, l'impact social. Il faut l'étudier. Oui, bien sûr, si on prend quelqu'un qui est exclu, qui est sans salaire, sans revenu, et on lui donne un travail, même un travail extrêmement dur, sa situation financière va s'améliorer. Ouais. Mais qu'est-ce qui le pousse à accepter ça? Moi, j'ai participé à un travail dans la région de Meknès. Mohamed était témoin, et il y avait d'autres, Hind Ftouhi, si tu la connais. Qui? Hind Ftouhi, qui a fait sa thèse avec Mohamed, et d'autres. On a interrogé notamment des femmes qui travaillaient dans La pomme de le terre. sarclage, je crois. Ah, sarclage. Je crois que c'était la saison, je crois, de sarclage. Et les femmes, elles disaient que si elles n'avaient pas besoin, parce qu'il n'y a plus de revenus dans la famille, si elles n'avaient pas besoin d'améliorer leur situation, elles n'auraient jamais travaillé la journée. Parce que c'est difficile. Tout est lié depuis ce que je te dis tout à l'heure. C'est la transformation passe par d'apporter des compléments aux facteurs terre et travail traditionnels. Et quand tu les apportes ces compléments-là, tu changes le système. Mais ce système, il n'y a pas de raison pour qu'il soit régressif si on arrive à poser les... Bon, là, on est en train d'essayer de généraliser la protection sociale. Au Maroc, on a un gros problème que le ministère de l'Agriculture devrait vraiment prendre en charge. C'est que le travail saisonnier n'existe pas dans le Code du travail. On n'a que l'occasionnel ou le permanent. Ce qui fait que les spécificités du travail saisonnier ne sont pas prises en compte par la couverture sociale. Il faut redistribuer la terre, il faut baisser les loyers, etc. Bon, aujourd'hui, je crois qu'il faut avoir une vision du social qui soit un peu plus qui correspond plus à la situation réelle des gens dans le monde rural. Tu prends les régions d'Agadir, si on a fait des enquêtes là-bas, tu prends 2 ouvriers, le mari et la femme travaillent dans la tomate, ils travaillent 9 mois par an. Entre les deux, ils ont quelque chose comme 5 000 dirhams. Ils peuvent envoyer leur gosse à l'école. Par mois. Par mois. Ils peuvent envoyer leur gosse à l'école, ils peuvent avoir une moto, ils peuvent... Tu vois, c'est pas des situations socialement vouées à... Quoique, tout dépend de la migration. Je m'explique. Dans un bassin d'emploi, d'accord, il y a un rapport de force entre salariés et employeurs. Oui. Quand le rapport de force il mille, comme on dit en arabe, il est plutôt du côté des salariés, que fait l'employeur? Il importe de la main-d'œuvre. Et c'est là où ça va se jouer. C'est là où ça va se jouer, parce que si tu remarques, tous les pays qui ont des systèmes intensifs agricoles comme les nôtres, avec des serres, des palmiers dattiers, des je sais pas quoi, etc., finissent par importer de la main-d'œuvre étrangère pour faire pression sur eux. Parce que sans immigration, il finit par basculer du côté des salariés qui peuvent faire grève quand le prix, comme c'est arrivé chez des amis à moi, ils ont fait grève lorsqu'ils ont vu sur leur portable que la tomate faisait 5 € à Rungis. Oui. Ils sont allés demander des droits, il leur a dit non, la tomate elle fait 5 €, toi tu ne me donnes pas mes droits, je fais grève.
Bon, ils négocient après, bien sûr, on est au Maroc. Ils n'ont pas fait grève, mais ce que je veux dire, c'est que sans apport de main-d'œuvre qui concurrence la main-d'œuvre locale, mais ils sont très forts, ils vont le faire. Je vois les gens de la fraise et des fruits rouges sont en train de construire des logements dans leur ferme pour accueillir les filles de la montagne et faire concurrence aux filles du râle. Pour jouer sur le marché de l'emploi. Exactement. Mais là, si tu as une régulation de ce marché, si tu t'occupes des gens et non pas des hectares, tu peux réguler ça, tu peux négocier, tu peux favoriser. S'occuper des hectares, c'est aussi une manière de s'occuper des gens. Bon, je te provoque. Non, mais moi, j'aime bien, parce que... Non, je veux dire, il faut s'occuper des hectares, c'est ce qu'a fait le ministère de l'Agriculture depuis son existence, c'est bien, mais je veux dire, il n'y a pas que ça. C'est des bassins de création de richesse, de rapport de force, il faut élargir le... c'est du territorial, il faut élargir la perspective. Mais moi, tu as dû le remarquer, mais je t'avoue que là où je bloque, j'ai du mal à te suivre dans ton raisonnement. Oui. J'aimerais bien comprendre, hein, Oui, je suis pas en train de polémiquer, j'aimerais juste... Non, vas-y. Tu dis, le foncier, le sol, tu lui donnes pas beaucoup d'importance dans le système de production agricole. Dans la transformation qui est en cours. D'accord. On aurait pu avoir une autre agriculture complètement. Oui. C'est l'agroécologie, On va certainement y arriver. ça c'est un autre système. Mais dans le système actuel, c'est ça. La propriété n'est pas encore. La propriété n'est pas nécessaire. Il y a une déconnexion. C'est un fait, ça. C'est un fait. Sauf que moi. Il y a une déconnexion de la propriété et de la mise en valeur. La terre est demandée. Il y a un marché dynamique. Non, il y a une demande. Il y a plusieurs facteurs là. On va entrer vraiment dans des choses un peu qui demandent un peu de temps. Non, ce que je veux dire, les faits. Oui. Il y a très peu de transactions de propriété foncière. Parce que les gens ne veulent pas vendre ou parce qu'il n'y a pas un marché? Les gens ne veulent pas vendre, bien sûr. Les gens qui ne veulent pas vendre, les premiers qui ne veulent pas vendre, c'est les plus petits. Mais bien sûr, je suis d'accord avec toi. Même Ils s'accrochent à une protection quelque part, à une appartenance, Oui. à un territoire, à tout ce que tu veux. Oui. Ils ne veulent pas vendre. Ils ne veulent pas vendre. L'étude de Meknès, peut-être c'est celle dont tu parles toi, sur le périurbain, elle démontre que ce qui a gardé la vocation agricole dans le périurbain, c'est le petit melk en indivision. Je suis d'accord. Mais ça, c'est un fait. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont vivre de ça. C'est autre chose. Mais moi, je te dis, ce qui est évident, c'est que aujourd'hui, à part les grands capitalistes qui ont hérité des trucs des colons, l'essentiel des nouvelles productions se font sur des terres qui ne sont pas propriété de l'exploitant. Les grands investisseurs ils sont en location auprès de l'État et du privé. Par exemple, je te donne un exemple. Aucune tomate d'Agadir qui est exportée n'est produite par le propriétaire du foncier. C'est tous des locataires. Tous des locataires. Ça, c'est une information extrêmement importante. Pourquoi? Parce que ce qui est important, c'est pas le sol. Ce qui est important, c'est pas la propriété. C'est un contrat de location qui est standardisé à Agadir. Oui. 3 ans. Il est respecté, les prix sont intéressants, les loyers, et le gars, il reste 3 ans, après 3 ans, il va ailleurs, etc. Et le palmier dattier, qui est en train d'exploser dans le sud du Maroc, c'est de location de domaine public. D'accord. Les périmètres irrigués, les grands périmètres irrigués, il y a une déconnexion de la propriété et de l'exploitation. C'est le mode de faire valoir indirect qui prédomine. Donc, ça c'est un fait. Je comprends mieux. Je comprends mieux. On parle bien de
tenants, Exactement. l'appropriation. Plutôt, on parle de reverse tenancy. Oui. Reverse tenancy, c'est la tenure inversée Oui. de Colin. Oui, oui. Colin, il en a parlé. Il dit que historiquement, dans le mode de faire valoir indirect, tu as celui qui a la terre, celui qui a la force de travail, et c'est un arrangement qui est plutôt intéressant du point de vue de l'accès des pauvres à un revenu. Mais maintenant, c'est l'inverse. Aujourd'hui, c'est celui qui a la terre, apporte beaucoup moins que celui qui prend la terre. Et ça, c'est devenu des pays de l'Est, cette réflexion de tenue inversée. Dans les pays de l'Est, quand on a redistribué les terres, on les a redistribuées à des gens qui n'étaient pas agriculteurs. Oui. Ils ont cherché des vrais agriculteurs. On peut le faire au Maroc. Non. Est-ce qu'il faudrait le faire d'abord? Alors aujourd'hui, moi je crois que ça va buter les limites du modèle capitaliste, là, de cette transformation capitaliste de l'agriculture. Il a généré des contre-tendances, comme disait Marx avant, des tendances et des contre-tendances, à la baisse du taux de profit. Oui. Les contre-tendances, pour le moment, elles ne sont pas assez fortes. Mais il y a l'exemple de la pastèque à Zagora, où la société civile a réagi pour empêcher cette exploitation de l'eau. Et on a aussi des réactions intéressantes sur les terres collectives. Lorsque l'État a donné en location aux grands, les petits ont fait des manifestations pour réclamer leur part. Et ils ont gagné, ils ont eu gain de cause. On leur a distribué des terres. Aujourd'hui, on travaille sur un projet dans lequel il était prévu de donner 5000 hectares aux gros, et finalement on n'a donné que 3000 et 1000 et quelques aux petits. Il y a aussi la préoccupation politique au niveau de l'État de garder un certain équilibre social dans le milieu rural qui se traduit justement par ce projet difficile de melkisation, qu'on appelle chez nous de melkisation des terres collectives, qui a pour base la répartition des terres entre ayants droit. Il n'y a pas de... Donc c'est au profit des petits, je dirais. Donc voilà, c'est une bataille. C'est une bataille. Il y a ceux qui captent la décision politique parce qu'ils sont des gros, ils ont des influences, ils payent des consultants comme, sans dire leur nom, qui orientent la décision politique à leur faveur. Juste une remarque, c'est pas une question. De mon point de vue, c'est pas que l'agriculture n'est pas c'est pas le rôle de la société civile. Si, c'est le territoire. Merci. C'est le territoire. Non, c'est là que tu te trompes. Le commun, qui va le protéger? Est-ce qu'il existe encore le commun? L'eau, c'est du commun. L'eau, oui, mais l'eau est privatisée. Non, elle n'est pas privatisée, non. Elle est privatisée parce que moi, si je ramène même non marocain, si je ramène un gros budget et je leur dis je veux produire de je ne sais pas quoi hors saison, et ils seront contents, ils vont me donner et je vais tout exporter. C'est vrai et c'est pas vrai, parce qu'aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur vient de sortir une circulaire pour dire pendant cette année de sécheresse, je vais fermer tous les puits illicites. Oui, mais c'est exceptionnel. Oui, mais ça existe toujours, parce que ça reste un régime commun, tu peux toujours intervenir. C'est une question de rapport de force. Oui. C'est pour ça que je te dis que le rôle de la société civile est important. Lorsque les gens de Zagora, la société civile, s'est mobilisée pour protéger sa ressource en eau, le politique a réagi. Tu ne peux pas confier les communs à des individus. On peut interdire le pompage pour des produits destinés à l'exportation. Bon, là, tu me ramènes en arrière, parce que c'est un débat qu'on aurait dû avoir au début, c'est de dire
le commerce virtuel de l'eau, la souveraineté alimentaire acquise par les dollars, Ouais. plutôt que par les grains. C'est ça le débat des années 90, de sécurité alimentaire Sécurité alimentaire. versus Souveraineté, indépendance, autosuffisance. autosuffisance, Ouais, ouais. etc. etc. Ouais. Bon, c'est un débat qui aujourd'hui a progressé un petit peu grâce à certains travaux c'est vrai que sur le papier, tu vas dire, je peux faire du commerce virtuel d'eau, j'exporte mes tomates et j'importe des céréales qui consomment beaucoup d'eau parce que j'ai besoin de beaucoup. Sur le papier, ça marche. Sauf que ce n'est pas les mêmes qui en profitent. Donc, territorialement et socialement, il n'y a pas de commerce virtuel. Il n'y a que du commerce approprié par des agents. Donc, en fait, la question elle est de la sécurité alimentaire aujourd'hui peut être reposée. À mon avis, aussi, il faut la revoir. C'est-à-dire qu'il faut la poser non plus au plan national. Ça n'a pas beaucoup de sens. Parce que là aussi, on fait l'hypothèse que parce qu'on a suffisamment de blé au Maroc, il va être bien réparti. Tu vois ce que je veux dire? Où tu vas avoir beaucoup d'orge en année sécheresse, il va être bien réparti. La question, c'est de comment renforcer les acteurs pour qu'ils puissent accéder à ces ressources. Mais, en plusieurs morceaux, tu as signalé des éléments d'un bilan, si je peux parler d'un bilan rapide. Les ressources hydrauliques. Je peux prendre de l'eau. Oui, bien sûr. Pardon. Vas-y. Les ressources hydrauliques Oui. baissent. Oui. Et une des raisons de cette baisse, c'est le capitalisme. Non, mais moi c'est le commerce virtuel. L'eau virtuelle. Ça, c'est le concept, quoi. On va reprendre des Ok. éléments. On prend Oui. de l'eau, on fabrique des pastèques Oui. qu'on destine à l'export. Oui. Bon, ça c'est du commerce de l'eau virtuelle. Donc, ressources, épuisement ou menace d'épuisement des ressources. Cette eau-là aurait bien servi cette année de sécheresse, par exemple. Non, mais ce que je te dis, fermer les puits ne remplit pas les barrages. La nappe aurait pu être exploitée pour... Non, moi je comprends la mesure. Moi, si tu veux, la mesure des nappes, Ouais. je la comprends comme une précaution pour l'année prochaine. C'est-à-dire que Pour le long terme. si l'année prochaine il y a encore une sécheresse Ouais. et que tu as autorisé le prélèvement des nappes, tu vas être vraiment... C'est une précaution, effectivement. Mais il faut expliquer aux gens. Tu ne peux pas leur dire, nous on fait ça tous les jours. Je peux te montrer toutes les cartes qu'on a. 90% des prélèvements d'eau sont illicites. Oui. Au Maroc. Oui. Tu ne vas pas les fermer. Mais l'illicite, c'est aussi les grands investisseurs, c'est pas... Non, les grands investisseurs, ils ont toujours leur permis. Tu crois que je suis malade? Il n'y a même pas de compteur d'eau sur le sondage. Mais On ça, ne sait même pas combien ils prennent. c'est pas leur faute, c'est l'administration qui fait Ah pas bah son oui, travail. mais je parle d'administration. Non, mais c'est pour ça que je te dis les rapports de force. Les rapports de force sociaux sont importants. Et c'est pour ça que les capitalismes se développent, se protègent d'une certaine manière, influencent la décision publique d'une certaine manière. Et la société civile et les autres acteurs doivent aussi le faire. C'est un rapport de force. Je ne peux pas forcément accéder au ministre, rien que pour rester à ce niveau-là. N'importe quel homme d'affaires peut il y a des relais politiques. Oh, moi, je ne vois pas comment tu veux le faire. C'est que de la politique, ça. Il y a des relais politiques, il faut les utiliser. Moi, je parle de choix fondamentaux. Mais les choix fondamentaux, ils sont influencés par le jeu des acteurs. Oui. Et si on oublie le jeu des acteurs, on ne parle qu'aux décideurs, tu n'arrives pas à le convaincre, parce que de l'autre côté, ils mettent des moyens. Ils mettent des moyens de pression, ils mettent des consultants qui vont expliquer que c'est la bonne technique d'utilisation de l'eau. Ils amènent de l'expertise étrangère pour les conseiller sur les variétés, etc. etc. Et le reste de la société, effectivement, il n'est pas protégé. Il n'a pas le même poids. Mais oui, mais si tu veux, il faut bien qu'on utilise les moyens de la politique pour changer les choses.
On revient à la politique cette fois-ci, des années, la moi, nouvelle politique, moi, pas celle des années 70. On revient absolument à la politique parce que moi je me rappelle, j'ai lu le document où quand Hassan II a demandé 1 million d'hectares irrigués, c'était un choix politique. Bon ou mauvais, c'était un choix politique. Là aujourd'hui, on peut dire on veut ceci ou cela. Il peut y avoir une décision de, par exemple, Non, moi, je vois l'eau d'abord pour les céréales. Non, moi je vois pas les choses comme ça. Moi je vois pas de. Je pense que ce qu'il faut voir, c'est les acteurs et pas le décideur qui est capable de tout faire. C'est analyser les rapports de force dans la société, quels sont les leviers, quels sont les relais politiques, quels sont les acteurs qui développent des pratiques innovantes, etc. Le million d'hectares, c'était pas une très bonne idée hein, entre nous. Non, mais je veux dire, non, je parle de pouvoir de décision. Je parle de ça. Je parle pas du fond de la question. Oui, mais aujourd'hui tu vas me dire, je prends l'eau, je la donne aux céréales. Demain tu vas avoir la Géorgie qui fait enfin, la Géorgie, l'Ukraine qui fait une super récolte. Les prix vont baisser. Tu vas dire merde. Non, pardon. Ce qu'il faut renforcer, c'est la société, les capacités des acteurs, qui aujourd'hui, c'est ça ce qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, l'alphabétisation a fait des progrès. Tout le monde a accès à Internet, à machin, etc. Donc les moyens d'intervention de la société sont beaucoup plus importants qu'avant. Il y a un petit bouquin que j'avais lu de Todd qui expliquait que à partir de 80% de taux d'alphabétisation des jeunes, de moins de 18 ans, je ne sais pas quoi, les sociétés bougeaient, d'une manière ou d'une autre. Il donnait beaucoup d'exemples. Donc, moi je ne rêve pas d'une politique dans laquelle il y a un décideur qui va dire, voilà, ce que vous devez manger, c'est le blé, et je réserve l'eau au blé. Et non. C'est une société dans laquelle il faut qu'il y ait des débats, des délibérations, que les institutions jouent leur rôle. C'est sur ça qu'il faut qu'on travaille. Je vais vous prendre un exemple très précis. Aujourd'hui, on a un président qui a pris des décisions politiques, bonnes ou mauvaises, c'est pas la question, qui ont fâché nos bailleurs de fonds. On apporte, la Tunisie importe 50% de ses besoins alimentaires. Il nous reste 2 semaines de capacité d'importation. On fait comment? Nous, on risque d'avoir un très très sérieux problème alimentaire dans quelques semaines. Pourquoi? Parce que la politique tunisienne agricole, un peu comme au Maroc, c'est un peu on préférait exporter plutôt que de produire, de ne pas nourrir la population. Ça veut dire que non seulement ils sont fâchés, mais en plus on n'a plus le droit d'acheter. On fait comment dans ce cas-là? Moi, c'est ce que je te dis depuis le début, je te dis que le problème essentiel, c'est qu'il faut comprendre ce qu'on appelle commun. La sécurité alimentaire ou le droit à la nourriture, c'est un commun aussi. Oui. Hein. Oui. L'eau, c'est un commun. D'accord ? Le territoire, c'est des communs. Tout ça, c'est là où il faut qu'on renouvelle notre réflexion, parce que ce n'est plus uniquement aux décideurs d'en haut de décider des communs. Il faut que ce soit une délibération, il faut que ce soit des choses qui soient discutées, c'est pas des choses... Les évaluations qu'on fait, nous, dans nos rapports, etc., elles sont bien gentilles, mais ça n'impacte pas, Alors, si ce modèle de transformation capitaliste de l'agriculture, aujourd'hui, pose des problèmes environnementaux, pose des problèmes sociaux, point d'interrogation, pose des problèmes territoriaux, etc., il faut qu'on discute de ce modèle, entre nous. Et le problème, c'est que quand tu vois l'offre de discussion de ce modèle-là, elle est très faible. Elle est très faible. Les gens disent
oui, mais il faut... Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas discutées. Il y a la question fondamentale de la répartition de la rente liée à l'exploitation des communs. D'accord? L'eau en particulier. Oui. Alors, je prends le cas de Kadoussa que je connais bien. Sans les capitalismes, tu ne peux pas exploiter la rente qu'il y a dans la nappe du Boudnib. Parce qu'elle est profonde et ce n'est pas les Oasiens qui vont la faire. Ce qui est anormal, c'est que cette rente ne soit pas partagée pour préparer demain. Comment on fait? Ben, c'est ce que je te dis, on l'exploite et on investit dans les gens pour qu'ils ne soient plus dépendants de la nappe. Il faut renforcer les capacités des territoires pour faire autre chose que ce qui est water dependent. Mais si tu la gardes, ben tu la gardes. Mais pourquoi faire? Parce que vraiment, je vais être très très direct. Est-ce qu'Amar Alaoui pense que la société dans la plaine avec De Boudnib, là. oui, une fois que la nappe est épuisée, ils peuvent être préparés à vivre sans ça? Mais non, mais tu n'as pas compris. Je te dis, une ressource minière dans un territoire se gère comme ça. Il faut manger. Non, mais bon, on ne mange pas, on ne mange pas, On peut vivre sans pétrole. on mange pas ces dates. Cette eau-là, toi tu voudrais cette eau-là qu'on l'utilise pour produire des céréales, pour nourrir les... J'aurais opté pour ça, oui. Non? Non, moi, c'est pas, pour moi, c'est pas du tout le modèle qu'il faut faire avancer. Le modèle qu'il faut faire avancer, c'est celui d'investir dans les gens pour qu'ils soient moins dépendants des ressources limitées. Ouais. Tu vois? C'est-à-dire il faut que ton PIB local ne soit plus dépendant de l'eau. C'est la seule manière d'avancer. Ouais. C'est ça. David Harvey, le géographe anglais, Oui. parle de la rente des monopoles. Et oui, il faut la taxer, la mettre dans le territoire. Et la solution, une des pistes à laquelle on pourrait réfléchir, c'est de casser cette rente. Du coup, pour jouer sur le monopole. Moi, je suis d'accord. Chili. Le cuivre. Oui. La société qui exporte Ouais. ne touche que 35 $ l'once. Tout ce qui est au-dessus, c'est pour l'État. Ouais. Pour investir dans l'éducation, dans la santé, dans le machin, etc. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est une manière de approprier la rente. Chez nous, ça ne se passe pas vraiment comme ça. Ouais. On détaxe l'exportation à tout prix et on encourage la surexploitation des ressources, sans qu'il y ait réinvestissement de la rente dans les territoires pour diversifier leur économie. Je vais finir par un petit scénario et une question. On s'approche vraiment à la fin de la fin. Mais c'est plus, ça va plus sauf si tu penses que j'ai oublié quelque chose. Moi, je suis capable d'imaginer. Non, tu n'as rien oublié. Moi, je suis capable d'imaginer un monde sans pétrole, un monde sans phosphate, un monde sans. Mais j'ai une capacité intellectuelle d'imaginer un monde sans eau. Mais il y a deux types d'eau. Il y a l'eau renouvelable. Oui. Celle-là, oui. Mais l'eau qui a un caractère minier, il faut y réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que normalement, cette eau qui a un caractère minier, il est dans des zones qui ne sont pas habitées en général. D'accord? La traiter comme une source de devise, c'est une bêtise. Mais la traiter comme une rente exploitable à condition de réinvestir dans le territoire, de quoi diversifier ton économie, c'est ce que recommande les Jevons depuis le 19e siècle. C'est ce qu'on a fait à Agadir. Agadir, dans la première étude de la FAO, là, de Pacha, il y avait la nappe 5 milliards de mètres cubes. Et dans le premier rapport à l'époque, il disait qu'il faut utiliser cette eau pour sortir de l'eau. Oui. Pour faire autre chose que l'eau, pour faire travailler les gens dans ce qui est non water dependent. Oui.
Le problème, c'est que ça ne s'est pas fait. Ouais. Et là, on a exploité la nappe, bien sûr, mais on n'a pas diversifié la base économique. Ce qui fait maintenant, on est obligé de dessaler pour garder ces foutues tomates. Ouais. Tu vois? Mais intellectuellement, une ressource qui se renouvelle pas, il faut l'aborder autrement qu'une ressource renouvelable. Je vais finir avec une question, la dernière, et après je t'ai promis que c'est fini. Non, De mon côté, c'est intéressant. c'est quoi l'avenir de la paysannerie marocaine qui reste quand même relativement nombreuse? Alors faisons L'avenir social. faisons une cartographie. Oui. Et même un peu d'histoire aussi. Où est-ce qu'il y avait de la paysannerie au Maroc avant la colonisation? Il y avait dans les oasis, il y avait dans la montagne, Wahbis. Ok. Tout le reste autour des villes, ça appartenait aux grandes familles, ils avaient des métayers, des machins comme ça. Donc, alors, qu'est-ce qui reste dans les oasis? C'est pratiquement, il n'y a plus pratiquement rien, quoi. C'est un peu, ça a été, il y a eu des dégradations enfin, il n'y a plus d'eau, quoi. Et d'une part, il n'y a plus d'eau souvent à cause des barrages. Quand tu vas à Zagora, c'est à cause du barrage. C'est pas à cause du prélèvement sur les nappes. C'est-à-dire que le barrage a bloqué les écoulements dans les oasis. Okay. Parfait. Toutes les oasis du sud ont été les grandes victimes des constructions de barrages. D'accord. Okay. D'accord. Et donc, cette agriculture familiale oasienne est en train de... Il leur reste le savoir-faire. Et ce savoir-faire, ils sont en train de le réinvestir dans ces grandes fermes, en réalité. Pour la pollinisation, pour la récolte, Après, il reste le Nord. Le Nord, il vit de la culture du kiff. Ouais. Oui, c'est une paysannerie qui dépend des décisions politiques. Dans l'avenir, dépend des décisions politiques en matière de légalisation ou pas. Et nous avons toute cette petite paysannerie qui est dans les périmètres irrigués, qui, elle, est en train de souffrir beaucoup du changement climatique, du fait que les barrages ne sont... Parce que les grands périmètres irrigués au Maroc, ils sont alimentés par des barrages. Oui. Dans la région d'Oukala, je crois que ça fait deux saisons qu'on n'irrigue plus. Et ils n'ont même pas de nappe. Et ils ont des usines sucrières qui se tournent les pouces. Parce qu'il n'y a pas de betterave. Donc ça, c'est un enjeu très important. La sauvegarde des ressources en eau pour les grands périmètres irrigués. Et c'est là où on a le stock d'agriculture, de petite agriculture, quoi. Le reste, je te dis, le reste c'est... Bon, il y a les éleveurs, bien sûr, mais l'enjeu pour moi, c'est la sauvegarde des périmètres irrigués en termes de changement climatique. Dans un contexte de changement climatique, on peut les protéger dans un contexte de changement climatique. C'est pas qu'il n'y a pas d'eau dans les barrages, Ouais. c'est que la loi oblige l'agence de bassin à avoir Prioriser l'eau potable. deux saisons d'eau, pas une. Dès qu'il y a moins que deux années de consommation d'eau potable, on arrête d'irriguer. Okay. Ça veut dire que c'est un problème qui se pose à l'échelle d'un bassin. Quels sont les ajustements qu'on peut faire pour réduire la pression qui provient de l'eau potable sur cette ressource-là, ou carrément réduire les superficies, parce que pour s'adapter à la nouvelle donne en termes d'apport. C'est-à-dire que tu réduis les superficies qui sont... Parce que c'est quand même là où on a l'essentiel des enjeux sociaux aujourd'hui. Chez les gros et chez
Les gens qui ont pris des terres en partenariat public-privé, etc., c'est les eaux souterraines la plupart du temps. D'accord. Donc là, on est dans cette question de taxation, de réduction des prélèvements, de réinvestissement dans l'humain, etc., etc. C'est une question à la Hartwig. Dans la petite agriculture qui est dans les périmètres irrigués, on est dans la gestion de l'eau à l'échelle des bassins. Alors le débat sur quelle agriculture, il a démarré un petit peu au Maroc, mais bon, la transformation capitaliste me paraît avoir marqué des points. Il faut la gérer du coup. Il faut la gérer. Il faut la gérer telle qu'elle est pour qu'elle ait moins d'impact environnemental, moins d'impact social. Merci beaucoup. Ah ouais, c'est moi.